La télévision Caraïbe, chaîne 22 et l'association culturelle Café Philo Haïti vous proposent tous les mercredis 7h PM. Café Philo. Café Philo, c'est une émission de débat, d'échange entre intellectuels, chercheurs, penseurs, opérateurs culturels et artistes de tout horizon. Le temps, l'éducation, l'identité, la morale, la science, la culture, c'est Café Philo tous les mercredis 7h PM sur la chaîne 22. Café Philo et la chaîne 22, pensons mieux, agissons autrement. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à cette édition de Café Philo. Nous vous remercions de votre fidélité. Ce soir, nous avons avec nous un anthropologue, politiste et géographe qui est Nelson Bellamy, qui va nous entretenir d'un sujet qui est quand même d'une importance cruciale dans le contexte haïtien, un sujet très important pour Haïti. Nous pensons qu'en tant qu'universitaires, il est important que nous nous interrogions sur les métamorphoses auxquelles nous assistons aujourd'hui, parce que ces métamorphoses relèvent de la logique néolibérale qui est à l'œuvre mondialement. Donc nous allons entonner l'hymne national, la dessalinienne. Nous enchaînons par la chanson fétiche de Café Philo, Hasta Siempre, de Julio César Barbosa. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Gloriosa y fuerte, desde la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera, con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia,
comandante Che Guevara. Tu amor revolucionario que conduce a nueva empresa, donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos, hasta siempre, comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Maintenant, je vous invite à visionner avec nous un documentaire de France 24 intitulé « Haïti, le casse-tête de la reconstruction ». Nelson Bellamy, anthropologue, géographe de la santé, politiste, prépare un doctorat actuellement sous la direction de l'anthropologue de renom Macabélès, à l'école des hautes études en sciences sociales de Paris, va nous entretenir de sujets qui est crucial pour Haïti. C'est un sujet qui est déterminant, décisif, parce qu'il comporte beaucoup d'enjeux dans le contexte haïtien actuel, car nous autres universitaires, nous croyons qu'il est plus que urgent de nous interroger aujourd'hui sur certaines métamorphoses qui relèvent de la logique néolibérale qui est mondialement à l'œuvre aujourd'hui. Par exemple, nous assistons à un ensemble de phénomènes qui frappent Haïti depuis aujourd'hui environ 30 ans. Par exemple, les plans néolibéraux qui sont à l'œuvre en Haïti ne sont pas nouveaux. Ceci dans tous les domaines, la santé et plus généralement le service public. Et donc, nous pensons qu'une intervention comme celle de Bellamy, qui est, comme je vous le disais tout à l'heure, anthropologue, politiste et professeur à l'université au campus Saint-Christophe de Limonade, cette intervention est susceptible d'éclairer et d'aider à mieux comprendre ce qui se passe dans le contexte haïtien actuel. Ça peut contribuer à augmenter l'empowerment ainsi que les capabilities au sens de scène. Donc l'objectif, enfin, c'est aussi
de contribuer à l'avènement d'un véritable bien public mondial. Alors, à cela, il y a deux enjeux à l'intervention de Nelson Bellamy. Premier enjeu, c'est rendre possible, en tout cas, aider à l'avènement d'une institution, d'une nouvelle société par elle-même. Ça, c'est un premier enjeu de type pratique, mais aussi un enjeu de type théorique, qui est comment faire des sciences sociales aujourd'hui. La question se pose un peu partout dans le monde, que ce soit en France, aux États-Unis ou un peu partout, hein, où les sciences sociales existent bel et bien. Et cette question se pose aussi en Haïti. C'est l'enjeu de type académique et scientifique, comment faire des sciences sociales aussi, en Haïti, dans le contexte de la globalisation. Donc, Nelson Bellamy, tu as la parole pendant une trentaine de minutes. Merci Lukenson. Bonsoir à toutes et à tous. Et merci à Café Philo de m'avoir fait l'honneur ce soir de m'inviter comme intervenant autour du thème Haïti dans la globalisation, des connexions globales et normes néolibérales, un diagnostic des formes sociales du temps présent. Et merci aussi à Gaël qui d'emblée nous a permis d'entrer dans le vif du sujet à travers cette présentation-là, où déjà on voit la journaliste annoncer une forme de prise en charge d'Haïti dans le monde de dans la globalisation. Parce qu'il en est ainsi pour notre pays, Haïti, et comme tant d'autres pays, qu'on range dans la catégorie de pays en voie de développement, ou qui sont intégrés de façon très marginale dans la globalisation, et qui, pour faire exister l'ordre global, eh bien, sont prises en charge par les puissances globales comme les États-Unis, la France, c'est-à-dire les pays qui sont à la tête de la globalisation. Tout d'abord, je crois très utile de définir ce concept qu'est la globalisation. Pour commencer, la globalisation, souvent on en parle et souvent on l'envoie à ces interactions au niveau de Facebook où tous les gens, tous les individus se rencontrent et où pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, ça, là je reprends Ajona Padouraï qui nous dit que pour la première fois dans l'humanité, il y a une espèce de conscience globale. C'est-à-dire 70 ans ou 80 ans avant, les hommes ne se représentaient pas comme faisant partie d'un monde global. Or, aujourd'hui, eh cette conscience existe chez presque tous les individus dans tous les recoins à l'échelle de la planète. Pour la première fois dans l'humanité, et c'est nouveau, les hommes se représentent comme faisant partie d'un monde global. Et aujourd'hui, la forme propre, la forme qui exacerbe plus cette forme de conscience, c'est Facebook, qui connecte les gens un peu partout à travers la forme réseau qui est censée définir la globalisation. Il y a plusieurs définitions et plusieurs points de vue à propos de la globalisation. Les sociologues essaient de le définir d'une façon, comme Anthony Giddens, par exemple, qui propose une définition qu'il définit comme étant une intensification et extensification des relations sociales à l'échelle de la planète. Autrefois, le cadre national était le cadre des interactions entre individus, le cadre où il faut observer les relations sociales, l'interaction entre individus. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas puisque les interactions se font à un niveau qui dépasse largement le cadre transfrontalier, le cadre national. Aujourd'hui, grâce avec l'économie numérique ou encore avec Internet, avec le développement des communications, il y a une intensification de plus en plus accrue des relations sociales à l'échelle de la planète. Mais c'est surtout les économistes, puisque la globalisation, ce n'est pas seulement un fait, une donnée factuelle sous l'effet des nouvelles technologies, de la communication. Rappelez-vous, depuis Leslie White, on sait que dans la vie de l'humanité, les grands changements structurels sont impulsés sous la base d'innovations qui se font dans le domaine des transports, de la communication et de l'armement. La globalisation, c'est ça. C'est-à-dire, c'est tout cet ensemble d'innovations dans le domaine de la communication, dans le domaine des transports, et je vais vous donner des chiffres tout à l'heure, et dans le domaine de l'armement aussi, parce que les armées aussi contribuent à l'échelle, à la globalisation.
mais surtout les technologies interactives qui actualisent le mieux dans la vie quotidienne la globalisation. Étant donné, comme je le dis tout à l'heure, ce sont les économistes qui donnent le ton dans la globalisation, puisque on en fait aussi un projet au niveau de la politique globale, de la politique mondiale, à travers ce qu'on appelle couramment les PAS, les politiques d'ajustement structurel, à travers toute cette idéologie qu'on nous vend tous les jours, qui dit que désormais c'est la démocratie libérale, il faut la libre circulation entre guillemets des hommes, puisque c'est pas vrai pour tous les hommes, tout dépend du passeport qu'on a, on peut circuler, mais pour certains on ne peut pas circuler. Un exemple, la CARICOM par exemple, un bien qui a du mal à se mettre en œuvre parce que les Haïtiens représentent une menace pour les autres pays de la région. C'est la raison pour laquelle une décision initiale qui a été prise par les dirigeants de la CARICOM, ce serait doter tous les individus de l'espace CARICOM d'un passeport caribéen. Mais on sait que Haïti ne présente pas les garanties pour cette intégration régionale. Autrement dit, on le comprend bien, la globalisation, c'est cette forme d'intégration de plus en plus poussée des économies nationales dans un même régime économique. Avec toutes ces nuances-là que nous venons, pas toutes, mais avec ces quelques nuances-là déjà, que nous avons évoquées pour montrer, c'est à la fois une donnée factuelle, dans le sens que c'est nécessaire sous l'effet de l'impulsion des innovations technologiques, mais aussi c'est un projet dans le sens que les élites globalisées veulent orienter le monde vers un tout économique. D'ailleurs, les économistes les plus puissants, si on résume, définissent la globalisation comme étant une forme inévitable d'internationalisme dans lequel la civilisation, les cultures se trouvent tout à fait réformées dans la perspective du pouvoir économique. Autrement dit, la globalisation serait un processus à travers duquel la technologie, l'économie, les affaires, la communication et même la politique dissolvent les barrières du temps et de l'espace qui séparent jadis les peuples. Juste quelques chiffres pour illustrer cette période nouvelle-là qu'on appelle la globalisation. La globalisation que, moi personnellement, que je distingue de la mondialisation. Peut-être qu'on pourra revenir au cours de nos interactions sur cette distinction-là. Parce que la mondialisation, ça a commencé depuis l'Homo erectus, c'est-à-dire l'homme qui se mettait pour la première fois debout en Afrique et qui a traversé l'Europe pour arriver en Amérique, si on reste dans la théorie scientifique. Tandis que la globalisation, de mon point de vue, c'est une période nouvelle où c'est organisé, où les élites globales, transnationales, ont un projet qui est la démocratie libérale, les droits de l'homme, entre guillemets, et la libre circulation des hommes, des savoirs, des marchandises et des savoirs et des images de toutes sortes, qui ont notamment un impact sur les changements structurels majeurs enregistrés au niveau de la politique, au niveau de la culture et au niveau du social proprement dit, globalement. Ouais, juste quelques chiffres. 1950 à 2008, pour montrer ce mouvement d'intensification d'échanges à l'échelle de la planète, le commerce mondial est multiplié par 22. C'est-à-dire, c'est une augmentation assez dense en volume de biens échangés au niveau de l'humanité. De 1950 à 2008, le commerce mondial est multiplié par 22. C'est-à-dire, vous voyez comment les échanges se développent de plus en plus à l'échelle de la planète. En 1973, le marché d'échange, par exemple, était de 15 milliards de dollars par jour, en 1973, lors du choc pétrolier. Aujourd'hui, en 2018, le marché d'échange à l'échelle globale est de 1,8 million de milliards de dollars. Je reprends peut-être pour saisir toute la nuance. 1950 à 2008, le commerce mondial est multiplié par 22. C'est-à-dire 22 fois en termes de biens échangés, en termes de volume monétaire, c'est assez colossal. Et dans un autre plan, on nous dit que, c'est pas on nous dit, les chiffres sont là, par la Banque mondiale, par l'OMC, ils sont communiqués. Le marché d'échange, c'est-à-dire, comme le dollar aujourd'hui, c'est la devise internationale, il faut, plusieurs économies sont obligées de médiatiser les échanges par le dollar. En 1973, on a enregistré 15 milliards de dollars par jour.
aujourd'hui, on enregistre 1,7 millions de dollars par jour. C'est-à-dire, c'est assez fou, il n'y a que les ordinateurs qui peuvent contrôler tout ça. C'est pour vous dire que la globalisation, c'est un fait réel, une donnée factuelle, mais aussi c'est un projet dans le sens que c'est dirigé par les élites économiques globalisées. Et j'y pensais pas, mais comme Luckenson, mon ami, l'a évoqué, je vais y passer pour montrer l'impact de la globalisation, c'est-à-dire de la connexion, de l'intégration croissante, pas seulement des économies, mais aussi des hommes. Pour la première fois dans l'humanité, les hommes se rencontrent. Il n'y avait jamais eu autant de mariages mixtes, comme on les appelle en France, entre les différentes ethnies, chinois, haïtiens, français, américains ou autres. C'est-à-dire, tous ces éléments-là, ce sont des données qui actualisent, qui montrent qu'on est en pleine période d'échange entre les peuples. Oui, problème que la globalisation pose pour l'essence sociale. Depuis les années 60 et 90, il y a un sociologue qui s'appelle Roland Robertson, qui a esquissé ce qu'il appelle le tournant global d'essence sociale. Parce que pour Robertson, devant l'intensification des relations sociales, devant la libre circulation des hommes, on n'est plus dans le régime ancien d'essence sociale. C'est ce qui fait qu'il dit qu'on est en pleine période globale. C'est quoi ce qu'il appelle tournant global d'essence sociale? C'est, selon lui, le fait que dans l'essence sociale aujourd'hui, il y a un décloisonnement des méthodes, décloisonnement des données, c'est-à-dire on peut d'une discipline à l'autre utiliser une méthode, que ce soit en sociologie, en anthropologie ou en économie, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a l'impression que les sciences sociales se dissolvent dans un même ensemble. Dans un même ensemble, au sens où ça devient vraiment une bêtise de dire qu'on est pur sociologue. Récemment, la semaine dernière, j'ai entendu quelqu'un dire qu'il est pur sociologue. C'est une bêtise pour notre époque. Ou encore pur anthropologue. Ou même la philosophie. On est obligé de décloisonner toutes ces disciplines-là pour faire appel à des données produites par des sociologues, par des anthropologues ou par des économistes. Ce qui veut dire que, d'autant plus que, on le sait, toutes les sciences humaines et sociales s'intéressent à une même activité, à un même objet, je le dis comme ça de préférence, qui c'est les activités humaines. Autrement dit, si toutes les sciences sociales ont le même objet, c'est-à-dire les activités humaines, donc forcément, ils se rencontrent. Ce qui a toujours distingué les sciences sociales les unes des autres, c'est peut-être l'histoire, c'est-à-dire l'histoire de la discipline, les conditions dans lesquelles elle a pris naissance, et surtout la méthode, la façon de procéder. Mais aujourd'hui, on remet en cause de plus en plus ces données factuelles pour montrer que les sciences sociales sont devenues un même ensemble. Autrement dit, que si l'histoire nous montre que diverses orientations possibles existaient entre les sciences sociales, mais aujourd'hui, ça reste là parce que ça devient tout un ensemble. Et on peut même revenir à Durkheim, par exemple. Émile Durkheim, qui, pour les sociologues qui sont ici, ou encore étudiants en sociologie, qui savent que Durkheim a esquissé sa loi de la gravitation du monde social, où il décrit des formes de passage de solidarité mécanique à des types de solidarité mécanique. Il faut penser d'emblée à la globalisation des sciences sociales, ou encore même comme théorie, même pour saisir la globalisation, dans le sens que ce passage-là, décrit par Durkheim, passage de solidarité mécanique à solidarité organique, n'est autre qu'une augmentation du volume de la densité des actions au niveau de la société. Individus, marchandises, tout ça. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il y a une augmentation du volume de biens échangés, il y a une augmentation démographique, nécessairement, des changements sociaux, culturels se produisent. Autrement dit, c'était ça que Durkheim décrit au tout début de la sociologie, mais qui en fait
a déjà esquissé, sans le savoir, ce qu'on appelle le tournant global des sciences sociales. Et aujourd'hui, ces changements que nous vivons aujourd'hui au niveau culturel, au niveau de toutes les sociétés humaines, via l'interconnexion de toutes les sociétés, n'est autre que ça. C'est une connexion des sociétés avec d'autres idées, avec des flux d'échanges croissants, qui produit des formes de changement social. Et rien que pour peut-être faire avant de décrire les formes sociales proprement dites en Haïti de la globalisation, qu'on peut esquisser rapidement à travers cette violence structurelle qu'on le voit, à travers la culture, les formes que ça prend, mais aussi à travers la politique de façon générale. On l'a vu, et comment depuis quelque temps, la figure du politique, la figure du journaliste se trouve en crise en Haïti. Moi, c'est cette lecture que je fais dans le cadre de la globalisation, avec cette circulation d'images, avec les réseaux sociaux, avec Facebook, on voit que les politiques sont de plus en plus décriées, ce qui pose quelques dangers aussi, parce que on a l'impression qu'on est subitement tombé dans une société de communication où tout le monde ne fait que communiquer. C'est-à-dire le politique communique, le président communique, le journaliste communique et tous les individus communiquent. Tout le monde parle. Autrement dit, la politique est sur le point d'être remplacée par la communication. C'est-à-dire le président n'a plus le temps pour penser l'avenir, c'est la tâche qui a consacré à la politique pour communiquer, pour dire voilà sur Twitter, sur Facebook ou encore sur WhatsApp. Or, en même temps, si tout le monde parle, c'est déjà l'une des formes sociales là que je suis en train d'écrire, si tout le monde parle, qui écoute? Parce que de toute façon, je ne sais pas, la politique telle qu'elle a inaugurée et telle qu'elle a connu son apogée dans la sphère occidentale, en Grèce antique notamment, c'est le fait qu'il y a un orateur, il y a quelqu'un qui parle, qui expose son projet, il y a quelqu'un qui écoute, ou encore il y a des personnes qui écoutent. Là, mais on a l'impression que tout le monde parle. D'autant plus que les réseaux, au niveau des réseaux sociaux, on ne contrôle rien. Parce que si tout le monde peut parler, tout le monde peut se prêter au jeu de la manipulation et ça devient dangereux pour la politique. Deux conséquences objectivables de la globalisation. C'est les deux conséquences les plus visibles de cette intégration poussée des cultures nationales, des marchés nationaux au niveau de la globalisation. C'est d'abord la transformation des constitutions et des modes de souveraineté étatique. C'est la première conséquence entraînée par la globalisation. Certains théoriciens, notamment économistes, prédisent déjà la disparition de l'État ou encore une forme supranationale de gouvernement pour diriger tous les États. Je me demande en Haïti si on n'y est pas encore. Parce que depuis quelque temps, on sait que peut-être c'est l'ambassade américaine qui décide de tout en Haïti. Malheur idiot de la part de ceux qui pensent que peut-être qu'il faut passer par les élections pour élire un président. Moi, je ne pense pas. Et aussi, l'autre aspect, c'est plutôt lié à la dynamique généralisée du capitalisme global, c'est la marchandisation des rapports sociaux. Tout devient marchand, tout devient marchandise. Je les reprends, c'est deux conséquences objectivables, c'est-à-dire visibles de la globalisation. L'érosion des modes de souveraineté étatique, les États ne sont plus souverains, c'est les forces du marché qui contrôlent tout, qui produit aussi des formes de désintégration au niveau micro, c'est-à-dire au niveau social, à travers la pauvreté et les politiques mises en place, notamment pour Haïti en ce qui concerne les politiques d'ajustement structurel et autre chose, la marchandisation des rapports sociaux. Tout devient marchandise. Même des sphères autrefois qualifiées de nobles, de traditionnelles qui sont protégées, aujourd'hui sont obligées de s'ouvrir à la vente et devient marchandise. Et ce qui pose d'énormes problèmes au niveau des sociétés. Et aussi, à ces deux conséquences-là qu'on peut objectiver, il y a aussi deux dynamiques qui sont corrélées à ces conséquences-là. Ces dynamiques-là, c'est, premièrement, c'est la formation d'institutions et de processus explicitement globaux. Aujourd'hui, pour cette prise en charge, j'ai été bien content de regarder le documentaire, c'est que pour Haïti notamment, depuis quelque temps, on l'a vu,
il y a une prise en charge croissante de nombre de secteurs dans la vie nationale par les ONG. Il y a il y a un politologue haïtien qui a déjà parlé de l'invasion des ONG en parlant de Sauveur Pierre-Étienne. Eh bien, c'est le cas. On le voit sur WhatsApp circuler la tragédie de nos hôpitaux. Grève des médecins, absence de matériel, ce qui fait qu'on a l'impression que la santé du peuple haïtien repose entre les mains de Sans Frontières, de Médecins du Monde. C'est-à-dire, c'est déjà au niveau local, au niveau du constat le plus élémentaire, cette forme de prise en charge par la globalisation. Il y a ce côté-là. Parce que pour éviter de grandes explosions sociales, pour jouer le rôle d'amortisseur social, eh bien, les forces globales se convertissent pour ceux de nos bonnes consciences, investissent ou encore financent ces ONG-là pour apaiser au minimum la société. C'est autant d'éléments liés à la globalisation néolibérale, mais aussi là, mais là pour le moment, nous allons entrer directement d'emblée dans ces formes sociales de la globalisation néolibérale. Rappelez-vous, j'ai dit au début, quand je parle de déconnexion globale, ça ne veut pas dire que Haïti n'est pas dans la globalisation, mais c'est une forme de globalisation marginale, parce que Haïti n'était pas préparé pour entrer dans cette globalisation-là. Même si des économistes, aujourd'hui encore, en 2018, nous vendent à la radio, ils nous parlent de croissance économique, voilà, pour développer Haïti. Comme si il y avait un lien, une corrélation directe entre croissance économique et production de la richesse, ou encore et développement économique. Or, on l'a vu dans le monde, il n'a jamais eu autant de croissance au niveau du volume de biens échangés, mais jamais non plus il n'y avait autant une concentration de la richesse. Plus il y a de biens échangés, plus il y a circulation d'hommes et de marchandises au niveau global, plus il y a d'inégalités dans le monde et plus il y a une concentration de la richesse au niveau global. Chaque année, vous avez les chiffres qui circulent sur Facebook, sur WhatsApp. Il y a des institutions qui sont spécialisées. Autrement dit, quand à la radio en Haïti, on nous dit il faut la stabilité pour favoriser la croissance, moi je demande toujours quelle croissance, parce que de toute façon, il n'y a pas un lien direct entre la croissance économique et je ne veux pas dire entre la production de la richesse, mais entre la croissance économique et le développement économique. Il peut toujours avoir croissance sous forme macro qu'on nous vend, mais qu'il y ait beaucoup plus de pauvreté. Et souvent encore, vous avez des politiciens, souvent par idiotie, parfois de mauvaise foi, qui reprennent ces discours pour nous dire qu'il faut un peu de stabilité au lieu d'investir dans des secteurs clés de la production, seuls susceptibles d'aboutir à des formes de changement social ou encore à du développement économique. Oui, les formes sociales de la globalisation néolibérale. Je vais tout d'abord les caractériser parce que mon directeur de thèse appelle la violence structurelle. La violence structurelle, c'est-à-dire une violence liée même aux structures mises en place par l'ordre global. Et cette violence-là, on peut l'objectiver de 1000 manières. De la guerre des gangs à Cité-Soleil, parfois qu'on peut voir juste comme un affrontement entre gangs, ou encore de la prostitution de telle ou telle jeune fille dans les rues de Port-au-Prince. Ça peut avoir, pas toujours, mais ça peut toujours avoir un lien avec l'ordre global. Surtout quand on fait l'historicité des phénomènes. Quand on remonte dans l'histoire pour montrer que comment Haïti est entré depuis les années 70-80 tête baissée à appliquer les politiques néolibérales, on peut lier ça à la migration interne déjà, l'exode rural, qu'on appelle l'exode rural, cette fuite massive de nos paysans vers les villes qui viennent remplir les bidonvilles, parce que de toute façon on est entré, les barrières douanières se sont estompées, on les a tout carrément effacé, et ce qui fait que le riz américain, le lait canadien, les produits dominicains viennent concurrencer nos producteurs. Le riz américain déjà, les producteurs, ils sont protégés par l'État américain, financés
subventionnés, tandis que ici, ben, nos petits producteurs, ils ont été toujours délaissés. Donc, ils ne peuvent pas supporter la concurrence. À un certain moment, vous l'avez vu sur Nanfi, on l'entend. Tout ce qui est ici, ben, les Haïtiens disent sur Nanfi, c'était mieux parce que à $1, tu as acheté trois boîtes lettres, voilà, c'était mieux. Mais c'était d'une dumping sociale. Ce que les économistes appellent dumping social. Comme il fallait conquérir le marché, bien, les capitalistes envahissent le marché et en même temps produisent un autre effet pervers qui est ce qu'on appelle, bon, on a un peu oublié ce concept-là, l'impérialisme culturel. C'est-à-dire, on change les habitudes alimentaires, voilà, on devient dépendant et après, bien, on revient au prix normal et ça fait que ben, le petit producteur haïtien, il peut plus supporter la concurrence des grands producteurs américains ou encore des grands producteurs canadiens en ce qui concerne le lait. Donc ça a abouti à la destruction de l'agriculture nationale et sous d'autres plans encore, on peut énumérer encore. Et en échange de cette forme passive, de cette intégration passive d'Haïti, d'intégration passive, tête baissée d'Haïti dans la globalisation, ben, nos élites, ils ont fait quoi? Ben, on les a promis l'aide étrangère, voilà, la PD à un certain moment, et aujourd'hui c'est peut-être l'aide bilatérale, et cette aide-là, en majorité, elle est captée par une toute petite élite, et ce qui fait que à quoi le résultat? Ça aboutit à des formes de consommation immodérée pour quelques-uns, et le reste de la population se trouve bien dans le désarroi le plus total. Je ne sais pas si j'ai suffisamment pour insister sur ce que j'ai appelé tout à l'heure l'invasion de la communication, bien, qui déstructure sur bien des plans l'espace social haïtien, au niveau politique et social. Mais je voulais toucher un point qui me semble important, peut-être que pour montrer comment avec qui concerne surtout le niveau culturel, ça c'est très important, même si Lukenson me dit qu'il n'y a plus beaucoup de temps, 5 minutes, 6 minutes, c'est ça. Mais c'est que la globalisation comme projet, comme ce qu'il apporte, bien, a entraîné un certain nombre de changements sociaux et politiques qui sont peut-être néfastes pour Haïti. Je ne sais pas si c'est pour tous les espaces nationaux, mais pour Haïti en tout cas. C'est l'émergence d'un ensemble de formations sociales et politiques connues, ce qu'on appelle de politique culturelle. Politique culturelle à travers l'occupation de l'espace social par un certain nombre de revendications. Vous le savez, c'est peut-être les droits féministes qu'on revendique, c'est les mouvements gays, les mouvements environnementaux. Et ces politiques-là, il y a tant d'autres encore. Peut-être que c'est les plus visibles. Et ces mouvements politiques-là, fondés sur l'identité culturelle, qui c'est des normes produites par la globalisation néolibérale, et ces nouvelles politiques-là aboutissent à quelque chose de vraiment pervers, dans la mesure où ça ne fait que contribuer à l'éclatement du politique, et ça ne fait que contribuer à la division de toute possibilité de cohérence politique, et ça aboutit, comme je l'ai dit, à un éclatement de la politique qui fait que ce n'est peut-être plus possible pour Haïti moins, même si ça existe, mais pour certains pays, ce n'est plus possible d'avoir une politique cohérente qui peut rassembler beaucoup de gens. Parce qu'il y a tellement de subjectivité qui circulent autour de la globalisation, ce qui aboutit à un individu éclaté, vide et sans repère. C'est ça. La technologie participe à cela. C'est le fait qu'on nous vend tellement d'images, que ce soit à travers la musique, à travers cette forme éclectique-là qui remplace les modes traditionnels d'existence de la culture. Ce point-là me vient à l'esprit, je le dis. Une des conséquences de la globalisation aussi, c'est le fait qu'aujourd'hui, la culture, on a l'impression, est délaissée
est laissée aux masses, aux pauvres. Les humanités qui étaient autrefois l'apanage des élites, eh bien, sont délaissées au profit des pauvres. Aujourd'hui, les classes possédantes, qu'est-ce qu'elles étudient? C'est le management, c'est l'économie, ou encore c'est le droit, c'est-à-dire les savoirs traditionnels d'État. C'est ces savoirs-là qui sont partie prenante de la fabrication de la globalisation. Gaël m'a dit que j'ai déjà terminé, mais j'ai vraiment pas épuisé tout l'exposé, mais peut-être que au cours de l'interaction, je vais pouvoir ajouter d'autres éléments. Merci beaucoup. Merci. Merci à Nelson Bellamy pour ce topo très très clair qui a fait le tour de la question et des enjeux de la globalisation dans le contexte haïtien. Nelson Bellamy a mis l'accent sur un point qui est quand même très crucial en Haïti, qui est celui de la communication. On pourrait même parler de l'emprise de la communication qui fait que, en quelque sorte, tout le monde a la parole. Et qui fait qu'aujourd'hui, on aboutit, bon, c'est un phénomène qui est encore mondial, hein, on aboutit un peu à l'ère de la post-vérité. Donc, encore une fois, nous remercions Bellamy pour ce topo excellent. Et nous allons tout de suite marquer une pause musicale avec Yopamoun de Ada. Passons tout de suite à la série de questions. Donc, j'appelle Ralph Jean-Baptiste, Edlin Dorismont et Larieux Bernadin. Bonsoir à tous et à toutes. Nelson Bellamy, Jean-Luc Henson, je vous salue et remercie pour cette proposition de Café Philo. Et j'en profite pour dire à Bellamy que j'apprécie son intervention. En plus, je pense que c'est une intervention qui est actuelle. Le contexte dans lequel nous vivons aujourd'hui exige qu'il y ait plus d'intervention, plus de prise de parole, plus d'interaction autour de la place d'Haïti dans la dynamique de la globalisation. Et ça me fait penser précisément, ton intervention, à des auteurs comme Atmut Rosa, qui fait un livre magnifique sur la question qui s'appelle Accélération, une critique sociale du temps. Ça me fait penser à quelqu'un d'autre dont tu as cité le nom. Il s'agit évidemment de Apadoraï pour l'ensemble de ses travaux notamment. Et pour être plus précis, j'aimerais, puisque tu as parlé de communication, tu as parlé du flux ou de la circulation des images, comme on parle précisément à Apadoraï, j'aimerais t'inviter à réfléchir avec moi sur une préoccupation, deux préoccupations. L'équipe féminine haïtienne U20, qui a été à la dernière Coupe du Monde féminine, et deuxièmement, sur le fameux Petro-Caribé Challenge. J'ai l'impression que dans la dynamique de la globalisation, pour ce qu'il s'agit du premier phénomène, qui est au final un épiphénomène, plus les gens qui sont sur les réseaux sociaux exigent de l'État un comportement plus responsable, plus il ne semble pas se rendre compte que c'est quand même ce même État national, entre guillemets, souverain à la limite si tu veux, malgré des enjeux sur lesquels on pourra revenir. C'est donc ce même État qui a propulsé, qui a favorisé ce qui s'est passé, c'est-à-dire qui a permis à cette équipe féminine d'arriver là où elle est, à un moment donné. Plus nous sommes devenus critiques, plus nous parlons sur les réseaux sociaux, plus nous ne semblons pas nous en rendre compte. Et à un moment donné, l'État lui-même est pris dans ce même piège, parce que par exemple, le Parlement, notamment la Chambre des députés, dit clairement qu'elle va accompagner cette sélection féminine. C'est une question qui m'interpelle parce que j'ai l'impression que là-dedans, tu peux voir des enjeux comme une sorte de désidentitarisation de l'haïtien et en même temps une désidéologisation. Plus les gens parlent sur les réseaux sociaux, moins ils sont concernés par ce qui se passe dans leur pays. Et en particulier Haïti, puisque c'est de ça que nous parlons. La deuxième chose, donc le deuxième phénomène qui est donc un épiphénomène, c'est le fameux Petro-Caribé Challenge. Ça a commencé, comme toujours sur les réseaux sociaux, par des racontars, par des histoires de rigolade entre copains, et ça devient, on va dire, un événement. Et ça ne parle tellement pas à l'État
qu'aujourd'hui on est obligé de penser à proposer que l'on fasse signer des pétitions. Nous sommes donc, à mon avis, dans cette dynamique que décrit très clairement Apadoraï, de l'homme global, qui évolue dans un univers où plus il a l'impression qu'il remplace la société civile traditionnelle, plus il n'en a rien à faire. C'est une question qui m'intéresse et que je situe précisément dans la dynamique de la globalisation et sur laquelle j'apprécierais que tu reviennes peut-être plus amplement. Merci. Bon, ben, je dis merci à Zami, mes collègues, mes bel amis, pour une intervention très claire et qui a une grande importance pour nous en Haïti. Parce que jusqu'à présent, ma vie dit depuis très longtemps, en Haïti, nous pensons que c'est seul nous qui existons dans le monde là. Nous faisons toute mascarade, nous faisons tout ça nous avons fait pour nous montrer de façon nous l'aide. Après ça, vous nous dites nous là. Et là, il montrer une nécessité justement pour nous penser nous, parce que l'autre dynamique qui sont dynamiques monde, une dynamique globalisante, cap déployée, et bien que le paquet est exposé dans ce sens, mais qui voulait montrer façon que dynamique ça, il a broyé nous. Mais c'est pas ça qui est plus intéressant pour moi-même. J'ai envie de dire justement dans la dynamique globalisante ça, croisement on l'autre bagaille qui c'est créole. Et c'est une raison qui fait me parler en créole tout. Bellamy termine sur question culturelle là. J'ai envie juste porter attention parce que dernièrement, je fais une intervention quelque part sur question et Ralph t'a attiré attention sur un aspect assez important. Alors, intervention était portée sur politique de la jeunesse, sur question transmission, sur question éducation, absence d'une véritable politique de la jeunesse dans le pays et qui cette absence ça les conduit en jeunesse qui désemparée, en jeunesse qui a réinventé à partir de peu de matière. Si je suis capable de dire comme ça, Rabaudet là, selon moi-même, c'est ça lié. Son création avec de peu de contenu et de peu de matière. Ça, Ralph rapporté, Ralph dit que dans la société a gagné une idéologie qui a circulé sous question entrepreneuriat. Que tout jeune aujourd'hui voulait faire cob et que toute dynamique là, il y a une question fait cob. Ou signaler l'en passant, mais il n'y a pas de prendre toute forme générale ça. Alors en dans dynamique globalisante que on va parler là, mais est-ce que ou pas retrouver que ça n'est les jeunesses haïtiennes non, ils prend à partir de ça les idéologies dominantes là, qui justement a fait promotion pour l'entrepreneuriat, mais broyé en jeunesse sans contenu de formation, sans grand chose, si vous regardez que ce soit l'école professionnelle, que ce soit l'université ou autre chose, qui forment, mais au lagué, on a une dynamique de formation et à la limite qui part vraiment compétitive dans un gros marché mondial. Ça. Voilà. Abdi, bonsoir. Un premier aspect que de l'endorissement est un moyen, c'est comment rencontre globale et locale, ça a créé une autre dynamique que l'endorissement moyen déjà. Tu as souhaité évidemment que au potentiel éclaircissement sur la question de ça. Deuxième élément, sur la question de politique, on va demander vision gain de politique là, est-ce que le pas détruit politique? Par exemple, évidemment, ce question nous dit un ensemble de groupes qui montent dans l'espace public là, font promotion pour une certaine identité, qui fait que évidemment, on ne peut pas arriver dans une politique cohérente. Je me suis demandé évidemment que est-ce que cette version de cette cohérence de la politique ne détruit pas la politique parce qu'elle ne tient pas compte justement de cette diversité. Est-ce que moi, ce qui est intéressant pour moi, c'est qu'en fait, c'est que la politique, c'est cette pluralité qui fait la politique, véritablement. Ouais. Sur la question de la parole, je me suis demandé, évidemment, est-ce qu'il n'y a pas un rapport entre parler et écouter? Et je me suis dit, évidemment, quand parler exprime une forme d'écoute, il arrive un moment que le parler, c'est une forme d'écoute. C'est-à-dire que c'est une extériorisation de l'écoute.
Donc on parle parce qu'on on a trop écouté, donc on extériorise justement cette écoute. Tout d'abord, Ralph, les deux considérations de Ralph. Mon ami Ralph, je pense que qu'il n'y a pas, au contraire, l'une des conséquences inattendues de la globalisation, c'est la cristallisation des identités. Contrairement à ce que certains théoriciens, trop pressés d'expliquer ce qu'était la globalisation, ont imaginé, le constat, c'est que la globalisation est à l'origine de nouvelles radicalités culturelles. On le voit, ce face-à-face-là. On peut revenir à la fameuse thèse de Fukuyama, qui prétendait que c'était la fin de l'histoire. C'était depuis l'effondrement du mur de Berlin et de la désintégration de l'URSS. Désormais, on est entré dans un régime unique, de la démocratie, c'était de la fin de l'histoire. Or, qu'est-ce qu'on voit monter depuis quelque temps? C'est le radicalisme islamique. Parce que on a une civilisation en face qui refuse de se convertir uniquement comme étant un appendice du marché néolibéral globalisé. Qui, hein? Samuel Huntington. Non, Samuel Huntington écrit Le choc des civilisations. Il me parlait de Fukuyama qui s'appelle La fin de l'histoire. Ouais, c'est deux thèses qui en même temps qui ont des similitudes, mais une pas exclut l'autre, Ralph. Autrement dit, face à ce sentiment-là de dépossession croissant qui existe par rapport à ce déferlement d'images et de situations dans le monde, l'identité devient refuge pour les individus. Autrement dit, ce n'est pas sans raison si aujourd'hui, c'est l'un des effets positifs de la globalisation. Si on est au Japon, on peut continuer à vivre comme haïtien. On peut consommer sur YouTube musique haïtienne, compas. Moi, j'ai été aux États-Unis pendant plusieurs fois. J'ai visité quelques familles qui n'écoutent que de la musique créole, que du compas, que du rap. C'est pour vous dire, avec le développement des nouvelles communications, au contraire, ça donne toute la possibilité à toutes les identités, même les plus dominées, de s'exprimer. Autrement dit, si des Haïtiens retirés d'un bout à l'autre à l'échelle de la planète Ralph s'expriment, manifestent leur identification, leur attachement à la sélection nationale féminine, c'est pour revendiquer une identité. Vous avez fait ressortir aussi cette contradiction qui existe du fait que c'est l'État qui fait que, mais je ne pense pas, comme toi, Ralph, mon ami, je fais la distinction entre l'État et la nation. Je pense qu'il y a une différence entre l'État et la nation. C'est-à-dire, quand on affiche fièrement la réussite de la sélection féminine des moins de 20 ans qui fait la fierté d'Haïti dans la région caribéenne, on fait par attachement à un certain nombre de valeurs nationales. Mais on fait le distinguo entre le gouvernement et la nation qui est plus qu'un État, qui est toute une histoire, même si disséquer le lien entre la formation de l'État en ce qui nous concerne en Haïti, entre l'État et la nation n'est pas évident, mais je pense que la nation, c'est une valeur beaucoup plus fondamentale que l'État. J'ai des exemples que je peux évoquer. Vous avez la Syrie, vous avez l'Égypte, vous avez un certain nombre d'Arabes qui se revendiquent comme des nations arabes. La constitution syrienne, dans son article 1, dit que la Syrie fait partie de la nation arabe. L'Égypte, c'est la même chose. C'est pour vous dire que le principe national dépasse largement le cadre de l'État. L'autre aspect de la question, je ne me rappelle pas trop, peut-être que je vais directement, je vais revenir à Ralph, mais à Doris Mon directement. Doris Mon, oui, il y a une idéologie que les classes dominantes, que les élites et globalisées vendent, l'idéologie du commerce. D'ailleurs, je pense l'avoir dit au tout début de mon intervention, c'est qu'aujourd'hui, on définit la globalisation, on comprend la globalisation, c'est les politiques, les décideurs, les grands capitalistes, conçoivent la globalisation comme une sorte de nationalisme dans laquelle le pouvoir, les civilisations se trouvent réformées dans la perspective de l'économie. Autrement dit, le commerce, c'est ce
c'est le dénominateur commun de l'évolution de notre société. Le marché, c'est la seule valeur qui est vendable aujourd'hui, et ce n'est pas sans raison que si tout devient marchandise. Oui, il y a une idéologie qu'on vend au niveau de la jeunesse. Moi, je le vois à Limonade. Toutes les semaines, tous les mois, il y a des organismes internationaux qui font des séminaires, qui donnent des diplômes dans le domaine du management, qui développent l'idée d'entreprise. Mais c'est juste pour vendre cette idéologie-là. Mais au final, c'est quoi? C'est l'idéologie. Et l'idéologie, c'est quoi? Moi, je suis de ce point de vue attaché à la définition marxiste de l'idéologie comme fausse représentation de la réalité. Parce que de toute façon, nous sommes dans un pays où on n'investit pas véritablement dans la production. Nous sommes dans un pays rachitique économiquement. Les jeunes n'ont pas vraiment d'initiative. C'est-à-dire, on ne vend que l'idéologie pour asseoir définitivement le projet de la globalisation, qui est le projet de transformer toutes les sphères sociales en marchandises. Moi, je le vois comme ça. Et quant à ce que vous appelez la créolisation, dans le sens que la globalisation peut-être produit autre chose, la rencontre. De toute façon, toute rencontre produit toujours un élément tiers. De toute façon, je suis obligé, dans mon interaction avec l'autre, d'arriver à une forme de négociation qui produit une autre entité. Moi, je suis pas là. Je suis pas là pour mon ami qui le dernier, qui pense que la politique se trouve détruite, le fait que j'ai fait le constat, bon, j'ai pas accusé, mais j'ai seulement fait le constat qu'il y a un certain nombre de mouvements sociaux que je qualifie de politique culturelle de l'identité, de nouvelles formations sociales qui émergent. C'est le constat. C'est pas un jugement de valeur, c'est juste un constat. Je ne sais pas, peut-être qu'à l'avenir, ça peut déboucher sur quelque chose de positif. Mais pour l'instant, c'est quoi? Ça aboutit à un désarroi, et pour l'instant, ça n'aboutit pas encore à une cohérence de la politique où la société se trouve renforcée. Ça ne fait que éclater le sujet, ça ne fait que déstructurer les arènes traditionnelles de la société. C'est-à-dire, vous avez dans une société où il y a tellement de repères, il y a tellement de subjectivité qui circule, ce qui fait que l'individu, il se sent totalement désemparé. Là, on est là en ce moment. Je ne dis pas que c'est bien ou c'est mauvais. Moi, j'ai rien contre les mouvements gays ou encore les mouvements fondés sur les revendications féministes ou les mouvements fondés sur des revendications environnementaux. Mais le fait est que ces subjectivités produisent tellement de contradictions que ce qui fait qu'il est toujours possible qu'il y a des contradictions tout à fait irréconciliables entre toutes ces nouvelles formations politiques et culturelles qui occupe l'espace social. C'est juste un constat, ce n'est pas un jugement de valeur. Merci, nous passons tout de suite à la deuxième série de questions. Nous appelons respectivement Panson Pierre-Philippe, Géto Lindor et Pierre-Richard Joseph. Merci pour l'intervention. C'est ton intervention qui était assez exhaustive, mais qui me laisse vraiment très insatisfait sur certains aspects. Oui, sur certains aspects bien spécifiques. Parce que je m'attendais à ce que vous campiez un peu plus l'aspect pratique de la relation des phénomènes globalisants avec Haïti. Pour exemple simple, nous bien constater que Haïti lui-même, dans le microcosme social, il y a une réalité bien présente. On a parlé d'un pays côté pas gain aucune forme de sécurité sociale, pas gain aucune forme de protection sociale. Ça veut dire ou même je dis là ou tomber dehors là ou qu'à mourir parce que il pas joindre une perfusion sérum bio ba ou pas aussi simple que ça pour qu'à mourir. Ou bien deuxièmement, on a perdu le job li jodi là même s'il tape travail et puis dans 2 ou 3 mois, il se retrouve pauvre comme celui qui n'a jamais travaillé. Donc, il n'y a aucune forme de protection de sécurité sociale ou de filet de sécurité sociale établi par la société, par l'État pour protéger ses citoyens. Maintenant, je m'attendais à ce que vous exposez pour moi
quel est le rôle de cette globalisation sur cet aspect-là, sur ce phénomène socio, si on peut appeler ça socio-économique haïtien. Donc, c'est quoi la relation? Est-ce que ça a eu un impact ou est-ce que ça n'a pas eu d'impact? Ou qu'est-ce qu'il faudrait nous autres, en tant qu'Haïtiens, faire par rapport à cette mondialisation pour nous sortir de cet état-là? Donc, je m'attendais à ce qu'il y ait des exemples pratiques qui nous disent, voilà, ce qui se passe dans le temps présent, dans le social haïtien, et quel est le rapport avec la globalisation. Je n'ai pas eu ça. Est-ce que vous pouvez élucider un peu pour nous, s'il vous plaît? Bonsoir à tout le monde et félicitations à mon ami et bel ami. Alors, ma question, c'est que vous avez à un certain moment donné parlé des formes sociales du temps présent. Et ce temps présent, je voulais savoir comment est-ce que vous l'entendez anthropologiquement, puisque vous êtes anthropologue, politiquement, parce que vous êtes politiste, et sur le plan de la géographie également, comment est-ce que vous entendez ce temps? Quel contenu donner à ce temps? Voilà. Bonsoir à tout le monde. Moi, saluer les panélistes, moi, féliciter nous pour la présentation qui est faite là. Alors, préoccupation par maintenant, c'est surtout dans la question, Jean ont abordé, question réseaux sociaux. Moi, je pense que dans Jean Ouel là, c'est comme que un dialogue de sourds qui vient gagner, le fait que tout le monde a parlé, et si tout le monde a parlé, pas qu'il y a personne qui a entendu. Moi-même, moi, pensais dans l'autre genre. Moi, je pensais que ça a posé un problème de démocratie. Dans quel sens? Dans le sens que si vous avez fait approche sur la démocratie depuis Athènes, et on passait par Athènes, la démocratie a existé, surtout la démocratie directe, c'est que c'est, son bagage est compliqué tout, parce que vous avez dit que c'est tout citoyen, mais tout le monde pas de citoyen à Athènes à l'époque, parce que puis t'es grand pile esclave et tout, mais on dit ça, vous avez les citoyens, vous avez droit à la parole par rapport à l'aristocratie. Maintenant, aujourd'hui, nous regardons que la démocratie représentative là, fait que des gens c'est eux qui ont droit à la parole, et l'autre monde qui n'a pas droit à la parole. Et les réseaux sociaux, si nous regardons aujourd'hui, c'est comme si pour moi, la baille la parole à des gens qui n'ont pas la parole. Maintenant, il y a un carrefour qui est là. Le carrefour, c'est qu'il y a plusieurs discours qui sont possibles à travers les réseaux sociaux. Et tout le monde qui a parlé parole par eux. Et tout le monde qui a allé, fait marcher dans contexte par eux, dans dimension par eux, par rapport avec parole qui intéressent eux. Des paroles qui pas intéressées de groupe de monde, yo pas attendel, yo même yo promote des paroles qui intéressent. Donc pour moi que c'est une nouvelle forme de dynamique qui gagne en la démocratie. Parce que si nous regardons réseaux sociaux n'ont pas de fait pour ça, vraiment. Son effet pervers des réseaux sociaux, parce que l'idée est fait pour contrôler Mounio, permettre que l'État ou bien les grands soient capables de possibilité de contrôler. Mais malgré ça, mais il vient de ça là. Pour moi, que il y a une autre dynamique qu'a observé là-dedans. Maintenant, par rapport à ça, je pose la question. Est-ce que vous pas pensez que la démocratie est troublée, je ne dis par rapport à contexte globalisation? La première question tout d'abord. Je crois avoir esquissé un aspect qui montre le désengagement de plus en plus poussé de l'État haïtien dans le secteur de la santé. J'ai pris cet exemple au cours de l'exposé pour montrer comment ce secteur-là il est totalement délaissé par l'État haïtien et que en lieu et place, c'est les organisations internationales, les ONG, qui se substituent à l'État. Donc, c'est peut-être que j'ai pas eu le temps, 30 minutes, c'est pas suffisant pour montrer comment c'est l'application de cette politique néolibérale là, parce que la globalisation, je l'ai dit au départ, c'est un projet qui est construit à partir d'un certain nombre de normes, d'un certain nombre de décisions, d'un certain nombre d'accords. C'est-à-dire les accords de Bretton Woods, du FMI, qui imposent un certain nombre d'engagements à l'État, fait que l'État haïtien, depuis les années 80, se désengage de plus en plus dans le secteur de l'agriculture, dans le secteur de la santé, et que ça fait que nombre de secteurs qui traditionnellement faisaient partie du domaine régalien de l'État sont délaissés. Et qu'est-ce qui vient
pour peut-être jouer ce rôle de filet de sécurité sociale, là, comme vous l'avez dit, eh bien, ce sont les ONG, ce sont les organisations internationales. Je crois en avoir parlé. Et je crois que le secteur de la santé, avec l'agriculture, c'est peut-être les deux secteurs les plus frappés par la globalisation néolibérale dans laquelle Haïti se trouve inféodé. Moi, je crois l'avoir dit tout au départ. Oui, Géto. Cette question à propos du temps présent, bon, je sais que vous êtes philosophe et moi je n'ai pas cette formation, mais quand je parle du temps présent par rapport à la globalisation, c'est cette sorte de contemporanéité des événements, des interactions à l'échelle de la planète. C'est-à-dire, au même moment, je peux interagir avec quelqu'un qui est à l'autre bout du monde. Un exemple que je n'ai pas cité peut-être au tout début. En 1956, on pouvait seulement faire 89 appels transatlantiques, c'est-à-dire qui traversent l'Europe à l'Amérique. 50 appels simultanés en une minute. Mais aujourd'hui, on peut faire 1 million d'appels transatlantiques. C'est-à-dire, il y a une sorte de contemporanéité des événements. Le football, que peut-être j'ai cette partie-là, mais que je n'ai pas encore épuisé. Le football qu'on peut vivre en direct, qui nous procure des émotions, c'est peut-être la forme globale la plus neutre qu'on est en train de vivre, eh bien, fait ressortir cette forme de contemporanéité, eh bien, qui nous fait vivre les événements quasiment en direct. Si je parle de forme sociale du temps présent, c'est à propos de toutes ces formes-là, de toutes ces émotions-là. Et pour finir, la dernière question, je me rappelle plus déjà. C'est à propos du droit déjà. Je suis totalement brouillé là par rapport à la dernière question, mais qui était... Oui, les réseaux sociaux. Mais j'ai pas condamné la participation des réseaux sociaux. Moi, j'ai seulement regardé l'impact que ça est sur, à la fois, le discrédit croissant que le politique fait face, mais aussi sur la fonction, le métier journalistique. Parce que, de toute façon, on a besoin de quelqu'un qui nous informe, qui peut éventuellement nous orienter. Parce que sur les réseaux sociaux, oui, il y a peut-être le meilleur sur les réseaux sociaux, mais aussi il y a le pire. Il y a du bon comme du mauvais sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, on ne sait pas toujours qui dit la vérité, on ne sait pas toujours qui est dans la manipulation. Et comme c'est une déferlante de flux, une déferlante d'images, de paroles, de sons, cristallisée par la révolution médiatique, que j'ai encore pas esquissé au cours de l'intervention, mais qui me semble très très important. La révolution médiatique produite par la forme Facebook, qui est peut-être le moment le plus avancé de la globalisation, c'est-à-dire pour la première fois, on a une concentration. Pour la première fois, les trois formes du message médiatique se trouvent combinées sur un seul support, en un seul moment, à savoir l'écrit, le visuel et le son. C'est-à-dire, ça produit de nouvelles formes de participation politique, pour l'instant, qu'on n'arrive pas à canaliser. C'est-à-dire, je ne criminalise pas la participation d'un tel ou un tel qui peut éventuellement s'exprimer, qui a un droit à la parole aujourd'hui, mais c'est les conséquences. C'est-à-dire, pour le politique qui, au lieu de penser à un projet pour le devenir de la société, se trouve piégé à communiquer tout le temps. Parce que parce qu'il y a un tel qui communique et que ça le concerne, il doit se défendre. Parce que en communiquant, il y a d'autres qui vont communiquer, il y a cette information qui apparaît, forcément. C'est-à-dire, vous avez l'impression que la politique est vidée de sa substance. Et peut-être pour finir, par rapport à la première question, mais il y a un point que je n'ai pas encore développé, que je voulais toucher, c'est les réformes que je qualifie de réformes délirantes de Nesmi Maniga, qui me semblent qui sont en droite ligne du projet de la globalisation néolibérale. Voyez ce que ce mec a fait de notre école, Nesmi Maniga. C'est-à-dire, vous avez une école qui est conçue effectivement pour un sujet vide,
déterritorialisé, bien, seul apte à peut-être à apprendre les quelques procédés de commerce, je ne sais pas, pour bien participer, pour consolider l'ordre global en Haïti. Moi, j'essaie de développer, j'ai un article à publier dans 2 semaines au maximum sur ces réformes délirantes que Nesni Maniga a entériné de notre école, qui fait que, pour moi, celui-là, il a porté le coup fatal. C'est ce que j'appelle le coup de grâce à l'école haïtienne. Parce qu'aujourd'hui, vous avez une école qui ne produit que des sujets totalement vidés. C'est le projet vide de l'école. C'est le projet, franchement, ces derniers temps, j'ai vu quelque chose circuler sur WhatsApp qui dit que désormais, Bouki pas imbécile parce que Bouki fait philo. Vous avez l'impression c'était à quoi était destiné le projet, le programme de Nesmi Maniga, faire en sorte que Bouki de faire philo. Sans discrimination, mais franchement, c'est totalement délirant. Bon, merci à vous. Merci à Ralph et à Café Philo de m'avoir invité. Merci à vous qui m'avez fait l'honneur d'être ici ce soir. Et merci à Alison Jean qui a accepté d'être le modérateur de ce soir. Encore merci et bonne soirée à vous tous et à vous toutes. Nous remercions encore une fois Nelson Bellamy d'avoir été à la hauteur de la tâche qui lui a été confiée et de nous avoir proposé un topo de grande qualité et d'une grande clarté, même si en fait ce topo a suscité pas mal de questions qui, comme vous l'avez remarqué par vous-même, restent ouvertes. Merci aussi au public d'être toujours fidèle et d'avoir été présent. Et rendez-vous est fixé à mardi prochain pour un nouveau Café Philo. Fierté ou gagner, pas laisser yo blesser, pas laisser yo blesser. Nous c'est un seul père descend en bacal à ma chambre. Et puis moi, c'est même bitin. Ni ça qu'a fait plein des autres pour nous pas vivre ensemble. Et vous et moi, c'est yon et l'autre, c'est yon dans l'autre. Mais là tout bitin brûlé, faut non fin calculer, faut yo apprendre peser, c'est qui bon ça y mauvais. Mais t'es en liberté, j'apprends ton résilier, j'apprends ton espérer.